À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Pratiquement absentes de la scène publique, les organisations de la société civile au Bénin font montre depuis le 5 mars de regain d'activité exceptionnel. La Sénat, à cette date, venait à peine d'officialiser les listes en compétition pour les législatives. Et seules les deux formations politiques du régime au pouvoir, le BR, le Bloc républicain, et l'UP, l'Union progressiste, ont obtenu pleine onction pour être de la course. Trop beau pour être vrai, se sont écriés nombre de citoyens et d'analystes, les acteurs politiques hors jeu, de dénoncer une mascarade sans précédent, une exclusion de fait en vue de dresser le lit à un parti unique. Depuis, chaque minute compte au niveau des acteurs de la société civile pour des messages d'alerte de toutes sortes. Le dernier en date est celui du collectif des organisations de la société civile, alerte lancée depuis la maison de la société civile. Tout un symbole, mesdames et messieurs. Contribution des OSC pour un dégel de la crise préélectorale. Un message d'alerte de plus ou stratégiquement opportun. C'est le thème au menu de ce numéro de votre émission du jour. Et pour mieux comprendre la démarche de ces acteurs longtemps désirés, pour mieux nous situer, surtout autour des grands axes tracés à l'issue de cette sortie. Mais malheureusement, pour des questions d'agenda, nous ont-ils signifié, mais à la dernière minute, ils ne pourront prendre part à cette émission. Et pour ne pas vous laisser ainsi, quelques bouées de sauvetage, deux confrères pour nous accompagner au cours de cette émission qui sera finalement une émission décryptage du message porté par ces acteurs de la société civile. Sur ce plateau, déjà, en notre compagnie, Jos Perso Anago, l'homme le plus à présenter, journaliste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, La Dépêche. Jos Perso Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci vraiment pour la disponibilité. C'était pas évident. C'est un devoir. Franchement, ça fait plaisir. En face de lui, mon confrère, collègue, Kodovi Amitono. Kodovi Amitono, bonjour. Bonjour, je l'ai dit, sinon rebonjour. Rebonjour encore une fois aux amis téléspectateurs de Sika qui nous suivent et qui vont également contribuer à animer ce débat. Tout à fait. Et ils le font au quotidien à leur façon. Ils nous réunissent ce matin la situation sociopolitique du Bénin. Cette situation, mesdames, messieurs, ne laisse plus aucune composante de la société indifférente. Après quelques pas timides, s'invitent désormais dans la danse. Mais à grand rythme, les acteurs de la société civile, particulièrement inquiets, en tout cas ce sont l'homme, et préoccupés. À la faveur d'un point de presse, ils ont fait le diagnostic de la situation que vit actuellement le Bénin. Le diagnostic qui se présente sous deux axes. Avant de revenir sur ces axes avec nos invités, je me retournais vers eux pour demander leur première impression juste après avoir suivi cette sortie. Jos Perso Anago, je me retourne d'abord vers vous. Vous avez suivi de grosses figures qu'on ne voit plus et qui spontanément ont répondu à l'appel. Oui, merci, cher confrère. Vous l'aviez expliqué tantôt. C'est surprenant que la société civile du Bénin ou les organisations de la société civile du Bénin qui étaient très actives il y a quelques années en arrière aient connu cette léthargie inquiétante. Et on se demande même si on est toujours au Bénin. Et puis, nous voilà surprise. Voir apparaître de nouveau ces mêmes acteurs, sinon une partie de ces acteurs qu'on avait tant vu à l'œuvre dans notre pays. Et pourquoi faire juste au lendemain de cette surprenante décision de la Sénat. Et donc, ce n'est qu'une bonne chose d'ailleurs, pourrait-on dire. Heureusement donc, peut-on aussi s'exclamer, ils vivaient donc, et ces acteurs, voilà un peu le sentiment que cela nous a laissé à l'apparition de ces animateurs de la société civile. Oui, des messages, ils ont eu à emporter, lesquels nous allons partager avec vous, mais avant. La réaction de Kodovi Amitono, vous avez suivi cette sortie. Et c'était, on dit même qu'il s'agissait d'un calendrier parce que l'information a fuité. Et d'ailleurs, il y avait eu très peu d'organes
à l'occasion de cette sortie parce que beaucoup en doutaient. Mais ça a été chose faite, ils étaient tous là et ont porté avec beaucoup de sérieux un message qu'on n'oubliera certainement pas de sitôt. Donc, quelles a été vos impressions après cette sortie? Je crois qu'il vaut mieux tard que jamais. Peut-être qu'ils viennent d'ouvrir donc le bal de leur sortie régulière. Mais malheureusement, on aurait pu les entendre un peu plus tôt. Parce que tout à l'heure, quand vous parliez d'acteurs de la société civile inquiets et préoccupés, ça a failli m'arracher le sourire parce que je me dis qu'il y a très longtemps que la minorité parlementaire donnait déjà les signes avant-coureurs de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais il y avait quand même une platitude au niveau de la société civile. On n'entendait pratiquement rien, un peu pour reprendre mon collègue et confrère également, Jos Pezo, qui disait tout à l'heure qu'on a comme l'impression qu'ils ont disparu. Parce qu'il y a quelques années encore, pour rien du tout, on entendait quand même la société civile qui montait au créneau pour sauvegarder la démocratie, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que quelque chose leur tient les pattes. Donc, de ce point de vue, oui, leur sortie, c'est à saluer, mais on regrette parce que face aujourd'hui à la rupture, on a comme l'impression que la sauvegarde des acquis de la démocratie, c'est comme une clarinette mal embouchée. Ah oui, et les avis, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, comme du miel au fiel, hein, vaut mieux tard que jamais. Plus d'un. Cette sortie a été articulée autour de deux grands points. Pourquoi le Bénin en est-il arrivé là? Une crise préélectorale, une première aussi pour un premier scrutin que le régime de la rupture est appelé à organiser. Dysfonctionnement autour du dispositif électoral, ceci aurait été le premier point indexé par les acteurs de la société civile. À cela s'ajouterait, pense-t-il, le fameux document brandi par la Cour constitutionnelle, le certificat de conformité. Perso, pour ces acteurs de la société civile, pour aller loin, il vaut mieux regarder dans ces deux directions et espérer se relever de bon pied. Dysfonctionnement lié au dispositif électoral, et ensuite ce qu'ils ont qualifié, eux, de fameux documents de la Cour constitutionnelle. Oui, leur tardif réveil ne peut que les contingenter dans ces paramétrages, puisque, comme l'a dit Kodjovi Ameton tantôt, si ces acteurs de la société civile s'étaient réveillés un peu plus tôt, ils se seraient rendus compte qu'en fait, il y avait des situations qui prévalaient, qui préparaient le lit à ce que aujourd'hui nous vivons et qu'ils sont venus dénoncer. Alors, ce n'est que vers la fin du processus, pratiquement, qu'ils interviennent et ils ne peuvent que exhiber ces éléments, ces deux points que vous aviez sitôt cités. Alors, on peut s'en tenir à ça. Effectivement, ce sont aussi deux éléments fondamentaux qui sont à l'origine de cette crise que nous vivons. Le dysfonctionnement d'un côté, et qui d'ailleurs est le prolongement ou qui a donné naissance à ce fameux certificat de conformité qui est sorti comme, qui est apparu comme une mèche de cheveux dans une soupe et exhibé par la Cour constitutionnelle qui s'est à l'occasion transformé en législateur, ce qui ne devrait pas être son rôle. Ah oui, quand on sait ce dont on souffre, l'on peut en guérir facilement. Pour ces acteurs de la société civile, le diagnostic n'est pas à aller chercher bien loin, mais c'est si proche. Deux pièces maîtresses. D'abord, des dispositifs électoraux qui sont presque alambiqués, qu'il va falloir revoir en urgence. Mais là, il faudra tenir compte du temps qui court. Pour eux, la date du 28 doit être une date à respecter. Donc, revoir les dispositifs dans la mesure du possible, mais sans jamais oublier la date du 28 avril, sans occulter le fameux document, comme ils l'ont qualifié, certificat de conformité. Bon, je ne sais pas si, entre-temps, ils étaient mandatés par le chef de l'État, parce que je les ai rapprochés un peu avec la déclaration du chef de l'État qui va jusqu'à dire qu'il est preneur s'il faut amender la Constitution. Et déjà, sur ce plateau, je l'ai dit, il faut tous les sacrifices possibles sans réviser la Constitution. Parce qu'il ne faut pas, par le truchement d'une situation d'impasse qu'on a installée soi-même,
régler des préalables. Parce que oui, il y avait eu plusieurs tentatives, plusieurs assauts à l'égard de la Constitution, ça n'a pas prospéré aujourd'hui parce que nous recherchons tous aujourd'hui un consensus à valeur constitutionnelle. Eh bien, il faut aller toucher la loi fondamentale. Ça poserait problème. Bref, c'est pour vous dire simplement que la société civile, à mon avis, est dans la même ligne, la même vision que le chef de l'État. Et c'est pourquoi je me demande s'ils ne sont pas mandatés, ces acteurs qui ont fait cette fameuse déclaration et qui, aujourd'hui, pour vous, fera date dans l'histoire. Mais moi, je ne le vois pas ainsi. Parce que, oui, sans prendre au dispositif, c'est ce que le chef de l'État a dit, au vu donc de ce qui se présente aujourd'hui comme situation, eh bien, on a l'impression qu'on n'était pas prêt. Donc, ça voudra simplement dire qu'on doit revoir le système. Revoir le système, c'est également faire comprendre à la Cour constitutionnelle qu'elle ne doit pas légiférer. Elle apprécie si oui ou non telle disposition envoyée par l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. Il ne revient pas à la Cour de sortir une autre pour en faire une loi. Il y a une charte des partis politiques qui est adoptée, il y a un code électoral qui est voté, et donc c'est en vertu donc de ces deux dispositions que nous allons aussi bien aux élections législatives que présidentielles. Mais si la Cour est introduite donc au regard de sa lecture faite d'un des tirets d'un article du code électoral pour enjoindre donc au ministère de l'Intérieur ce fameux certificat de conformité qui doit forcément être la pièce maîtresse et que la Sénat s'arrime directement dessus pour en arriver à cette extrémité, ça pose problème. Et la société civile a manqué cette sortie également, à mon avis, parce que je l'ai dit, figurez-vous que des partis politiques comme Restaurer l'Espoir avaient dénoncé des doublons au niveau des blocs du chef de l'État. Je viens de parler de blocs républicains et progressistes. Et il y a un député qui n'a pas jusque-là déposé officiellement sa démission au niveau du parti du Renouveau démocratique, qui donc aujourd'hui également parti en compétition. Et pourtant, ce député ou même des ministres de ce parti du Renouveau démocratique se retrouvent sur les blocs, la liste déposée par les blocs du chef de l'État. Si la Sénat devrait sanctionner au même titre qu'elle l'a fait pour le PRD et Moël, parce qu'ils ont des doublons, il devrait également sanctionner les blocs du chef de l'État qui comportent ces acteurs politiques qui, en temps normal, étaient responsables au niveau du PRD. Mais si elle ne l'a pas fait, le PRD est en bon droit, même si on lui reproche un certain nombre de choses, est en bon droit donc de porter aujourd'hui plainte contre la Sénat pour l'atteinte à son honneur. Et je pense que oui, le dispositif, oui, le certificat, tout est à rabattre. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on doit tenir dans le délai du 28 avril, ce serait pas quelle acrobatie. C'est bien possible que maintenant nous, et c'est cela de voix de vérité, et puis nous n'avons pris pas à cette conférence, nous disions qu'il fera date parce qu'au-delà de tout, il vaut mieux tard que jamais. Ils ont essayé de jouer à l'impartialité que devient maintenant. Il faut à la vérité, ils ne sont pas sur le plateau, mais restituer au moins ce qu'ils ont dit. Pour eux, il n'est pas question de toucher à la loi fondamentale. Il est question de voir les dispositifs querellés au sein de ce code électoral et au niveau de la charte des partis politiques. Et Dieu sait qu'il y a assez de points conflictuels. Et que faire pour aller aux élections le 28 sans pourtant toucher à la loi fondamentale? L'alchimie a été tout trouvée un peu comme par l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo. Il est question, par exemple, de revisiter très rapidement, pour ne pas créer l'impasse et notre vide, de revisiter le test de loi, disaient les acteurs qui ont conduit Patrice Talon, quand je viens maintenant, à la tête du pays. Et si cela s'est fait sans effusion de sang, c'est encore possible de le faire maintenant, quitte après à étudier les tests et à mettre les points là où il faut, les virgules là où il faut. Oui, mais je vais te dire, moi je ne vous en veux pas. Au-delà de la loi fondamentale qu'on ne doit pas toucher, il y a le protocole additionnel de la CEDEAO. Vous savez, le Bénin ne voulait pas aujourd'hui en vase close. De ce point de vue, il est dit que nous ne devons pas toucher les lois électorales à 6 mois des élections. Rien qu'à ça. Puisque aujourd'hui, à la Sénat, on vous dira qu'on est en train d'appliquer rigoureusement les tests. Et la Cour constitutionnelle également est dans cette application rigoureuse des tests. Et le chef de l'État l'a dit aux opposants quand il les a rencontrés, si vous n'arrivez pas à participer aux élections, ne m'en voudrez pas. Parce que simplement, je suis dans l'application des tests et je respecte les tests et je respecte la Constitution également dans cette disposition. De ce point de vue,
comment alors peut-on laisser aujourd'hui des chartes et codes qui régissent et qui sont des documents nouveaux, qui régissent les élections sans pouvoir toucher à la Constitution? C'est là le problème. Parce que rabattre, un peu comme vous le dites, les cartes, c'est simplement ignorer les nouvelles dispositions qui régissent les élections. Et ça voudra simplement dire qu'on a créé un précédent. Simplement. Et la formule que vous avez certainement suivie, la formule évoquée par ces acteurs et l'ancien président, c'est cette disposition, où vous voulez, dispositif qui a valeur constitutionnelle. Il s'agit du consensus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez? C'est possible d'aller là, que tous les acteurs s'asseyent d'une seule et même voix, arrivent à dire, et voilà, nous avons une échéance, il va falloir installer le nouveau bureau dans un délai donné, sans pour autant violer nos tests de loi, et donc, d'accord parti, décider d'aller vers l'ancien test, quitte à combler le gap qui est là sur le terrain. Les acteurs, de par leur position actuelle, vous pensez qu'on peut y arriver? Je pense bien que pour peu que l'on ait à cœur, n'est-ce pas, le bien de tous, ces acteurs peuvent y aller et y arriver. Voyez-vous, c'est une très bonne chose d'ailleurs de ce que c'est déjà suggéré de part des hommes expérimentés qu'il faille revenir aux anciens tests. Le consensus a valeur, le consensus a valeur constitutionnelle. Et déjà, on peut partir de là et ne pas avoir à se reprocher d'avoir modifié la Constitution. Revenir aux anciens tests. Cela peut se faire. Moi, la peur ou alors le hic que je ressens, c'est du côté de ceux qui entourent le chef de l'État et qui ne veulent pas s'avouer vaincus. Comment ça? Oui, il y a les classiques. Déjà, en salle, c'est vrai, on peut faire un retour en arrière. En salle, ce jour-là où le chef de l'État a reçu une partie de la classe politique et il avait à se libérer de cette lourde charge qui commençait par lui peser un peu trop, à savoir reconnaître que maintenant ça ne va pas. Ce jour-là, donc, vous aviez pu observer que dans cette même salle, avant qu'on ne lève la séance, il y a eu quelques turiféraires du pouvoir qui donnaient l'impression de ne pas être d'accord avec la proposition du chef de l'État. Moi, mon inquiétude vient de là. Quant aux acteurs des acteurs politiques de l'opposition, ils l'ont dit, ils ont été clairs. Revenons à l'ancien test et qu'on n'en parle plus. Alors déjà, s'ils sont dans cette prédisposition, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer l'avancée des discussions ou des échanges lorsque les autres acteurs aussi se rangeraient de ce côté. Donc, moi, mon inquiétude vient plutôt du côté de ceux qui entourent le chef de l'État. Voilà. Est-ce qu'il faut être inquiet pour ceux qui entourent le chef? Le chef va parler. Il va pouvoir comprendre la vision du chef et rester donc dans l'entre-deux idées. Mais c'est pas si évident. Puisque le chef de l'État, puisque vous en parlez, allons-y. Vous savez, je voulais te dire, si vous lisez un peu le chef de l'État dans un propos, quand il disait au président de l'Assemblée nationale, c'est vous qui avez adopté les lois, c'est vous qui en avez la prérogative, donc je vous renvoie à ce qui est possible. C'est simplement dire, oui, il est initiateur de toutes les lois, parce que vous êtes un président de la République, vous êtes un responsable à tous les niveaux, vous devez vous entourer des gages nécessaires pour une gestion apaisée. Donc le chef de l'État, il peut prendre toute mesure quitte à lui permettre de gérer de façon transparente les 5 ans et de façon apaisée les 5 ans, donc le Bénin. Mais lorsque vous êtes législateur et qu'on vous envoie des papiers et les yeux fermés nuitamment, vous adoptez les principes tels que c'est envoyé sans amendement pratiquement, mais c'est là où ça conduit. Et donc le chef de l'État est en train de se dire, oui, c'est vrai, j'ai initié les lois, mais je n'en suis pas responsable. Et il a précisé aussi, ne m'amenez pas à violer la Constitution, moi. Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quelle décision là-bas, mais si on estime que la Constitution a été violée, et bien en tant que parlementaire, vous en répondrez. Georges Pézot disait qu'il faut être inquiet pour ce qui concerne l'entourage du chef de l'État, et ça, vous demandez si c'est normal. Je ne sais pas si vous avez suivi tout dernièrement. Je ne sais pas si vous avez suivi cette décision rendue nuitamment pour ce qui concerne le parti Union sociale libérale par une chambre administrative d'un tribunal qui dit par exemple que ce parti n'a pas une existence légale. Oui. Alors, vous pensez qu'on travaille à la cohésion comme ça là?
Vous pensez qu'on travaille à la paix comme ça? Parce que l'USL aujourd'hui, qu'on le veut ou non, c'est vrai une formation, une nouvelle, une récente formation politique, mais qui a quand même un ancrage politique à ne pas négliger. Mais lorsque le chef de l'État dit « je veux quand même qu'il y ait une participation de l'opposition à ces élections », allez me trouver le mécanisme nécessaire pour que cela soit ainsi. Et donc on estime que, ok, désormais, aussi bien l'USL que FCBE et autres vont pouvoir donc se mettre en règle vis-à-vis de ce qu'on exige au plan administratif. Et que, 48 heures après, un tribunal rend une décision pour, soi-disant, notifier à cette formation politique qu'elle n'a pas une existence légale. Donc, à partir de cet instant, la question même du certificat de conformité ne se pose plus, donc vous n'existez même plus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez que comme ça, on travaille à la paix, mais autour du chef de l'État, il y a quand même des hommes qui peuvent, au cours de la prise de cette décision, par exemple, dire, attention, nous sommes dans un climat social et politique suffisamment trouble, il ne serait pas bien que vous rendiez une pareille décision. Et c'est entre autres ça, ces inquiétudes. Et au-delà, il y a beaucoup d'autres points. Je l'avais dit tout à l'heure, des partis comme l'USL, Restaurer l'Espoir, Mouel et autres seront tout à l'heure en face de la Cour constitutionnelle. Mais si une bonne décision ne sort pas de ce côté-là également, ça ne participe pas à la paix. Et si également les forces corruptes bénin émergents sont dans la rue, c'est exactement parce qu'ils sont inquiets. Parce qu'ils jugent aujourd'hui impartial d'une certaine partialité tout ce qui se passe au niveau de la Sénat. Quand ça travaille comme ça autour du chef, souffrez que des gens comme Jos Pezou, comme moi-même, aient des inquiétudes. Et le chef de l'État, s'il faut qu'il rappelle encore une fois sa troupe, parce qu'il a dit, s'il faut quand même que je force la main aux miens, je le ferai. Et moi, je le tiens au mot. Je pense bien qu'il va leur forcer la main afin que le consensus à valeur constitutionnelle soit trouvé. Et je continue pas le dire, oui, s'il faut amender la Constitution, juste insérer quelque part, oui, face à l'impasse, on peut soit repousser la date de l'organisation du scrutin, quitte à rapprocher les délais ou je ne sais quoi, mais pas pour aller voir ce que je vois là. Inquiet, vous dites-vous, inquiet, Jos Pezolet aussi, ils ne sont pas sur le plateau, l'ont précisé, mais ils sont de tout cœur. Nous a confié l'un des actes Gloé, s'appelle-t-il, qui nous a fait clin d'œil, qui suit attentivement ce que nous faisons. Il dit ceci: notre inquiétude est double depuis que cette décision que vous venez d'évoquer est sortie. Car au cours de cette sortie, ils ont demandé expressément ceci. Je vous lis exactement: que les organes en charge des élections dans notre pays trouvent les voies et moyens pour permettre la participation de tous. Nous voulons dire des 10 partis. 10, ils étaient au départ, qui ont déposé le dossier au ministère de l'Intérieur. La question que j'allais vous poser, j'étais tenté de l'oublier, mais je suis obligé de revenir là-dessus parce que le chef d'État lui a donné des consignes et voudrait une élection inclusive. Mais face déjà à une décision comme celle évoquée par votre vis-à-vis, est-ce qu'il faut espérer que le message du chef de l'État puisse porter de fruits autant dans des oreilles de sourds? La Cour constitutionnelle aura aussi à rendre sa décision, comme Kodjovi l'a évoqué. Les prochains jours s'annoncent pour vous comment, au regard des données actuelles? Oui, cela ne m'enlève pas pour autant l'expression de mon inquiétude, même si je voudrais être optimiste. Le chef de l'État l'a clamé. Et je dis, il ne fera pas à leur place le travail qui incombe à ceux de son entourage. Mais vous savez, je voudrais faire une petite extrapolation pour dire que les enjeux ou les intérêts en jeu font aujourd'hui que certains proches du chef de l'État, très politiques, parce que ayant contribué à mettre en place ces deux blocs politiques du chef de l'État, avait juré, même si cela paraît extraordinaire, avait juré se retrouver seul, comme la Sénat a si bien réussi à le prouver ou à le leur offrir. Ils avaient juré se retrouver seuls comme ça et aller, pas en compétition, aller à l'élection et revenir à l'hameçon avec la cagnotte remplie. Vous nous faites une confidence ou vous le prêtez d'intention? Je suis en train de faire une analyse. Ah, ok. Oui. Et
Et je ne suis pas le seul à aboutir à ce résultat. Donc, voilà que, coincé, le chef de l'État, il faut le reconnaître, s'est dit, la situation est préoccupante. C'est pas moi qui l'ai dit, le chef de l'État l'a dit. C'est préoccupant, on ne peut pas organiser des élections. Alors que quelques jours avant, le chef de l'État était d'accord pour que les élections s'organisent même sans l'opposition. Et qu'il n'en serait même pas gêné. Enfin, que ça le gênerait certes, mais il n'a rien à faire pour lutter contre ou pour aller contre. Eh bien, le 5 mars, quelques jours donc après, le chef de l'État se rend compte que la situation pouvait exploser à tout moment. Et là, il revient pour dire non, pas d'élection sans l'opposition. Déjà, ça fait mal à certains qui déjà voulaient aller aux élections sans l'opposition. Aujourd'hui, voyez-vous un peu l'état d'esprit de ceux-là qui avaient déjà un certain nombre d'informations qui n'étaient pas favorables pour eux. Il y avait des informations qui n'étaient pas favorables, à savoir des statistiques qui n'étaient pas favorables. À l'issue de ces élections qui s'annoncent là, écoutez, si on laissait, avec des projets d'asphaltage. Je vous en prie, écoutez la voix du peuple. Écoutez, vous l'écoutez sûrement, mon cher confrère, vous écoutez la voix du peuple. Nous sommes au sein du peuple et nous écoutons la voix du peuple. Et quand on dit la voix du peuple, c'est du sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si le chef de l'État est de bonne foi, ceux qui l'entourent sont de bonne foi, qu'il laisse tout au moins ces 10 formations politiques aller aux élections et vous allez voir les résultats. Au moins ces élections législatives ne sont pas les élections qui sont favorables au camp présidentiel, c'est-à-dire, je voudrais dire, au BNP. Et ça, ils l'ont su. Et donc, est-ce qu'ils vont se défaire de cet ego et laisser faire le jeu, quitte à être perdant? C'est ça aussi le jeu démocratique. Mais ne pas vouloir faire le jeu voudrait dire qu'on ferait tout pour mettre une entorse à la résolution de cette crise. C'est une crise qui s'est installée. C'est clair, c'est une crise qui s'est installée. Et ceux qui veulent contribuer à résorber cette crise, s'ils le veulent, ils le feront. Mais ceux qui veulent contribuer à davantage cristalliser la crise, il leur suffit simplement de garder cette position belliqueuse, et puis nous allons nous retrouver dans une gadoue que nul ne souhaite d'ailleurs. Quand je viens maintenant, vous évoquiez le cas USL qui, pour vous, est désolant lorsqu'on appelle tous à mettre de l'eau dans son vin. Alors lorsque les acteurs de la société civile appellent à une participation des 10 formations qui ont déposé les dossiers, vous pensez que c'est tenable, ce rêve? Oui, ça, je crois que c'est ce qui est normal et faisable, ça. Parce que oui, il y a eu des indiscrétions. L'USL aurait été la formation qui serait suffisamment à jour vis-à-vis des préparatifs de ces élections-là. Et à un niveau supérieur, on vous le dira aussi. Ce n'est pas les membres de la formation, mais c'est quand même des structures en charge de la tenue de ces élections. Mais aujourd'hui, il se trouve bizarrement que c'est cette formation qui a tous les problèmes possibles. C'est cela la réalité. Est-ce que c'est ça la ruse et la rage aussi? De toutes les façons, on est en train d'observer, un peu comme bon nombre de citoyens, on est en train de ruser avec le peuple. Il y a eu des formations aujourd'hui qui je ne sais pas, qui se retrouvent soit au niveau de la Cour constitutionnelle pour, en tout cas, suivre la procédure normale, quitte à harmoniser finalement les pièces pour se retrouver à la Sénat et donc faire valider leur dossier de candidature. Il y a d'autres qu'on a fabriqué de toutes les pièces pour faire croire que c'est des partis d'opposition. Mais dans la République, ça se sait. Lorsque la CEDEAO a diligenté une mission dans le pays et que les responsables de cette formation d'opposition se sont retrouvés dans la salle où l'opposition devrait rencontrer la commission de la CEDEAO, vous avez suivi comme tout bon citoyen ce qu'on leur a servi. Et si entre-temps ils étaient vraiment de l'opposition, ils n'allaient pas fuir la salle. Et devant le chef de l'État, vous avez vu leur position aussi. Ils se sont donc expliqués clairement et aujourd'hui, on sait là où ils se trouvent. C'est dommage qu'on en soit à parler comme ça du Bénin, parce que parfois ça fait mal lorsque vous vous levez et chaque matin, vous scrutez les journaux et vous voyez que vous avez encore quelque chose
à dire de façon négative sur le Bénin. Vous ne le dites pas, les autres ne l'écrivent pas de leur propre chef, simplement parce que ça s'impose comme une évidence. Et Georges Pézot le disait tout à l'heure, lorsque on fait croire au chef de l'État, mais moi je l'ai suivi la dernière fois, je crois que c'est quelqu'un qui est au fait de l'actualité du pays. Je crois qu'il est informé de tout, vraiment de tout dans le pays. Mais quand chaque matin, vous voyez une colonne de journal qui fait croire que tout va pour le mieux dans la République, c'est ridicule. C'est dommage parce que les réalités, il y a les structures de sondage internationales qui sont dans le pays et qui chaque jour produisent également des rapports. Et quand vous créez 200 000 emplois dans une année sans spécifier la structure qui a produit les statistiques, eh bien à l'international, quand ça parle de chiffres, ça parle en même temps d'indicateurs objectivement vérifiables. Et donc, il faut que tout ça soit dans la République. Et la voix du peuple, la voix populi dont parlait tout à l'heure Georges Pézot, le chef de l'État, est également au courant. Et il le sait. C'est pourquoi le 25, déjà, il dit, ça ne me dérangerait pas, vous allez en souffrir. Vous ne pourrez rien faire. Mais le 5, il s'est ravisé, donc un peu comme il avisera, comme il a dit. Il s'est avisé, il a dit, bon, écoutez, désormais, l'opposition va y aller. Mais de quelle opposition s'agit-il? Les 10 partis qui ont déposé au niveau du ministère de l'Intérieur leur dossier, qu'aujourd'hui la société civile soutient, un peu comme veut les voir tous compétir pour cette élection, oui, ce serait justice, et ce serait d'ailleurs pour le bonheur de tous. Mais malheureusement, si on n'en arrive pas là, le chef de l'État aura trahi son vœu. Il a souhaité qu'en sortant, les élections, comme par le passé, s'organisent de la même manière. Mais si ces partisans, ces hommes de main, arrivent à exclure l'une des 10 formations qui auront déposé leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, il aura trahi sa parole. En tout cas, le chef, mesdames, messieurs, veut rester légaliste, quitte à chaque structure de jouer sa partition. Le prenant au mot, les acteurs de la société civile ont alors demandé aux différentes composantes en termes de structure devant intervenir dans l'organisation des élections à venir de jouer à fond le partition. D'abord, un clin d'œil à la Cour constitutionnelle, à qui on demande de retirer le certificat de conformité. Chose perso, on fait bien en demandant à la Cour de retirer son certificat à un moment comme celui-ci. Mais bien sûr, et je pense même que les conseils de la Cour constitutionnelle le savent. Ce document est sorti de nulle part et c'est ainsi aussi qu'on peut subrepticement s'en débarrasser sans trop faire de bruit. Tel que c'est venu, ça pouvait aussi repartir de cette même manière-là. Bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que l'on enlève par pièces, petites pièces, certains éléments qui font mal dans les nouvelles dispositions. Pourquoi ne pas se débarrasser tranquillement, aussi bien du nouveau code qui pose problème et de la charte qui pose problème? Nous avions toujours été aux élections ici, et avec des lois qui ont existé. L'actuel chef d'État, l'actuel chef de l'État a été élu sur la base de tests que nous avions toujours expérimentés. Et pour autant, il n'y a jamais eu d'histoire. Pourquoi, de façon exceptionnelle, comme lui l'a reconnu, on ne peut pas reprendre ces anciens tests tranquillement, aller aux élections, quitte à se retrouver après, si tant est qu'il nous faut une nouvelle charte et un nouveau code électoral, pourquoi ne pas se retrouver après pour en parler? Il urge désormais d'aller aux élections. Nous avons déjà des outils qui ont fait leur preuve. Repartons tranquillement chercher ces outils. En 24 heures, c'est réglé et on va aux élections. En attendant de savoir ce que les acteurs politiques vont certainement nous offrir, parce qu'ils doivent se voir, les acteurs de la société civile, eux, poursuivent les réflexions. Ils ont pensé non seulement à la Cour constitutionnelle, mais aussi à la Sénat, qui devra revoir au niveau de sa judiciaire ce qu'il y a lieu de déplacer pour obtenir des résultats plus flexibles, mais surtout, disent-ils, plus consensuels. Qu'est-ce que la Sénat, à l'état actuel, plutôt, peut bien faire? Non. Je ne voudrais pas discréditer la Sénat ni l'accréditer de moins d'efficacité ou d'initiative. Mais ce serait
ne pas comprendre les labyrinthes du jeu politique que de croire que la Sénat se suffit à elle seule pour décider de ne pas faire ou de faire. Puisque la Sénat, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, disait, dès que la Cour constitutionnelle a exhibé ce fameux document qu'on appelle le certificat de conformité, la Sénat l'a rapidement introduit dans cette disposition. Et donc, en contrôlant ou en fouillant les dossiers, en contrôlant les dossiers des candidats aux élections, la Sénat a ouvert grand les yeux pour voir si, dans un dossier, il venait à manquer le certificat de conformité. Ceux qui n'avaient pas ce certificat de conformité ont été mis à l'écart. Et la Sénat avait eu bon dos de le faire en disant, nous appliquons les tests, rien que les tests. Alors, est-ce que demain, cette même Sénat, sans que une injonction ou, je ne sais, une autre correction ou correctif venant de la Cour constitutionnelle ou de je ne sais qui, ne venant pas vers la Sénat, pourrait la contraindre à d'elle-même laisser tomber cette disposition? Je ne le crois pas. Franchement, la Sénat est sous tutelle. Même si la Sénat est autonome, elle reste sous tutelle. Parce qu'il a suffi que la Cour constitutionnelle sorte un document et la Sénat s'en est saisie et l'a introduit dans cette disposition. Donc, je crois qu'il est utile aujourd'hui de ne pas trop croire que la Sénat pouvait, de son propre chef, comprendre que la situation est compliquée et qu'il faille retirer tel ou tel document. Si c'était le cas, on n'aurait pas eu de... C'est trop grave, là. Est-ce qu'il faut, à l'étape actuelle, pour reprendre autrement les expressions de Jos Peso, ouvrir, comme on dit, les yeux à la Sénat pour comprendre qu'elle a aussi un rôle à jouer? En tout cas, les acteurs de la société civile, eux, pensent que la Sénat a un rôle important à jouer. Il devra revoir sa copie. La Sénat a une seule chose à faire. Une seule? Une seule chose. Laquelle? Jouer à la transparence. Et pourtant, c'est ce que les acteurs ont dit à ce niveau. Tout ce qui a été fait, c'est en vertu des tests, et en toute transparence et équité. Vous avez suivi le président. Et pourquoi refuser un exploit d'huissier? Parce que candidats Zanaï et son parti ont dénoncé des doublons et veulent faire constater tout par un huissier. Pourquoi la Sénat refuse? Si tant est qu'elle joue à la transparence, les portes sont ouvertes, les dossiers sont là, venez vérifier. Personne ne va pas voler les dossiers. L'huissier constate effectivement qu'il y a doublon ou non. Et là, aujourd'hui, on ne serait pas en train d'en parler. Et c'est ça, le jeu, la suspicion. Et qu'est-ce que le PRD leur reproche aujourd'hui? Il a porté plainte. Il dit, vous avez mes membres qui sont dans un bloc du chef de l'État. Ils n'ont jamais déposé leur démission ici. Vous les avez acceptés et vous validez la liste du bloc qui soutient le chef de l'État. Et dans le même temps, parce que Mouel a volé de mes membres, ou moi j'ai volé les membres de Mouel, vous avez exclu nos deux. Ça pose problème. Je crois que cela, ce n'est pas transparent. Ce n'est pas équitable. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Oui, on peut se tromper. Je vous l'ai dit, il n'y a pas honte à cela. Sur la criette, ils ont validé tout. Ils ont dit que la loi sur la criette est conforme à la Constitution. Mais quand un avocat leur a écrit, ou du moins un collectif d'avocats leur a écrit pour dire, écoutez, mes chers collègues, vous qui êtes aujourd'hui au niveau de la Cour, revenez sur terre, il y a mal dans cette loi-là. Ils ont vu qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Encore qu'on ne demande pas à la Cour d'amender des textes de loi. On demande si oui ou non c'est bon. C'est une question fermée. Vous répondez par oui ou par non. Vous ne direz pas oui, mais, ou bien non, mais. Donc à partir du moment où, normalement, il y a une disposition de ce texte de loi qui crée la criette, par exemple, qui n'est pas conforme à la Constitution, vous rejetez cela. Et là, c'est là où je rejoins un peu M. Peso quand il dit qu'est-ce que ça nous coûte de rabattre, de mettre à plat donc la nouvelle charte et le nouveau code. Ça ne pose aucun problème. Le code de 2013 ne souffre à rien pour qu'aujourd'hui on veuille, coûte que coûte, à en avoir un autre. Donc à partir de cet instant, oui, la Cour peut se tromper en sortant donc ce certificat de conformité, mais si c'est en interprétation d'un article du code, oui, il peut dire, oui, aujourd'hui, on a vu que cette disposition pose problème. Donc, simplement, nous la retirons. Ça ne lui coûte rien. Le Bénin, malheureusement, donne l'impression d'être à son premier exercice en termes d'élection, Jos Peso, et qui aura surpris plus d'un et déçu certains. C'est surtout
c'est quelque part évoqué par les leaders du PRD. Ça paraît banal, mais on n'a pas compris comment cela a pu arriver. Le PRD dit, par exemple, avoir des leaders très bien connus qui n'ont jamais démissionné de la formation politique, mais qui se retrouvent sur des listes de blocs soutenant les actions du chef de l'État. Et jamais cela n'a été dénoncé. Les listes ont été validées, mais par contre, elle, qui a des problèmes analogues, est retirée rapidement de la liste. Une erreur où vraiment ça ressemble à ce que les gens suspectent. Mais aujourd'hui, après avoir fait une telle marche, est-ce qu'on peut se permettre de faire ce genre de négociation si négociation il y a? On ne sait vraiment pas encore ce qui s'est passé. Vous parlez de la marche surtout du tollé soulevé par le PRD par rapport à ces doublons. Ah oui, parce que le PRD le savait, n'avait pas fait ce tollé. Mais le PRD s'est rendu compte, au regard de son communiqué, le dernier communiqué du PRD, le PRD s'est rendu compte que, se taisant sur ce qui s'est fomenté, voilà que d'autres ont commencé à crier au voleur. Ou c'est le PRD qui est même soupçonné d'avoir mis des équipes entières de voyous en griffe parmi ces candidats. Et bien donc, à partir de cet instant, le PRD s'est vu gêné, s'est vu accusé et est sorti de ses gonds pour se fendre d'un communiqué et démontrer à la face du monde qu'il n'en était pas question et que c'est plutôt le parti qui avait été volé, grugé, pour être trivial. Et donc, c'est cela. Eh bien, pour l'avoir fait, le PRD n'a que donné la réplique. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème s'il faut continuer les négociations d'un autre côté. Et quand on regarde un peu la configuration, politiquement parlant, vous l'aviez dit, quand on regarde ce Bénin des années 90, qui a déjà fait ses preuves en matière d'élection, et les pays nous l'envient d'ailleurs, cette performance, et que brutalement, on retombe entre 2018 et 2019 dans ce traquenard, on se demande, bien entendu, à raison, que mais si c'est le même Bénin. Oui, c'est le même Bénin, parce que des politiques ont choisi de tordre le cou aux réalités et de s'arroger des sièges à l'Assemblée comme s'il s'agissait de nominations à la va-vite. C'est-à-dire, lorsque vous fomentez ce genre de coup, et que vous avez en face aussi des gens qui sont dotés d'intelligence et de jugeote, le résultat parfois nous amène là où nous sommes en ce moment. On ne peut pas créer une loi de toutes pièces. Parce qu'en fait, moi, je disais tantôt que le mieux, ce serait de se débarrasser, de mettre du moins au placard ces deux lois en attendant. Parce que vous savez, un autre problème surgira. L'article 242, par exemple, qui dit qu'il faut réunir... Tantôt, certains vous font le calcul à gauche, d'autres vous le font à droite, d'autres au centre. L'occasion peut-être rêver, Jospé Soanago, et quand je viens maintenant pour les acteurs politiques, de sceller peut-être le sort de cet article, puisqu'il y aura une rencontre, et ensemble, ces acteurs politiques devront décider pour l'avenir et éviter que le Bénin se retrouve totalement en difficulté. Mais déjà, certains pensent que le pays est à genoux et risquerait de se retrouver à terre. Quelle chance pour le Bénin démocratique des années 90, très envié de se remettre sur ses deux pieds, mais là, de fort belle manière. Non, mais le chef de l'État l'a déjà souhaité, c'est mon vœu le plus cher, que tout se passe pour le mieux, que les élections au lendemain, donc que ça soit toujours de façon conviviale que nous nous retrouvons et que les perdants acceptent... Ça va être même dans votre mot de la fin. Ah bon? Oui, déjà parti. C'est dommage que le Bénin s'illustre aujourd'hui de façon négative, qu'on a l'impression qu'effectivement on est à un premier test électoral. C'est vrai que pour la rupture, c'est le premier test, mais pour le Bénin, c'est une pratique de tous les jours. Et il est urgent et impérieux que chacun retrouve ses sens. Contrairement à Jospé, je ne pense pas que ce soit le politique qui est dénaturé tout. C'est bien sûr l'administration. Nous avons des cadres cancres qui ne comprennent rien à rien, qui ont faim, qui ont simplement besoin que l'on leur donne quelques miettes, et puis ça y est, on rase dans son quatre coins et on pond un chiffon de papier. Quand je viens maintenant, qui indexe la classe... Notamment.
intellectuel qui devra se revoir très rapidement et redorer son blason. Oui, Jos Pesso, pour conclure. Oui, j'ai espoir malgré tout ce qui assombrit et se profile à l'horizon. Je dis, j'ai espoir que ça va marcher pour notre pays. Les heures à venir seront d'heureuses heures qui vont déboucher Merci, Jos Pesso. Merci à vous, Côte d'Ivoire, maintenant, chers téléspectateurs. Cet instant de décryptage s'achève ici. Et sur cette note de l'ancien chef d'État français, Charles de Gaulle, je le cite, « Ce qu'il faut, dit-il, surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous le savons tous, ce que c'est des choses qui passent et passeront continuellement. Mais les peuples, eux, ne passeront jamais. D'abord, pensez à eux et ensuite à nous autres. » Mesdames, Messieurs, nous sommes là et nous penserons toujours à vous. Merci pour l'attention et à très bientôt.